Oui, donc là, en fait, dans cette vidéo, je voulais parler de quelque chose de très très important, très très, oui, vraiment, qui concerne en fait le sentiment, la culpabilité très forte qu'on a lorsque on est une personnalité sensible en fait et empathique et intelligente en fait. Et comment ça nous pousse à l'autodestruction et comment ça fait en sorte que nous sommes manipulables, hein, voilà, alors qu'on est intelligent. Donc, l'idée, en fait, c'est que lorsqu'on est une personne empathique, qu'on a une âme, en fait, conséquente, qu'on a une intelligence forte, et l'intelligence, c'est quand on parle d'intelligence, l'intelligence c'est quelque chose de global en fait, hein. On peut très bien être une brêle en maths, mais ça n'enlève pas en fait l'intelligence. L'intelligence va de pair avec le cœur en fait. Le cœur, enfin l'âme, la conscience, enfin voilà. Donc l'intelligence c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le fait d'être doué dans les études ou d'avoir une bonne mémoire, vous comprenez, ou d'être fort en calcul ou autre. L'intelligence fait office, c'est obligatoire en fait quand on est intelligent, on est connecté à son cœur en fait. Le cerveau est connecté au cœur, au corps, enfin à beaucoup de choses. Et cette intelligence-là, ben, disons que c'est quelque chose qui est assez rare. C'est-à-dire que globalement, l'humanité, vous le savez, hein, quand on fait des tests de quotient intellectuel, mais bon, ça reste le quotient intellectuel, hein. Ça veut dire que si la personne, ben, c'est un psychopathe, elle peut avoir un quotient intellectuel très, très fort. Bon, mais ça restera une personne qui n'est pas connectée à son cœur. Mais globalement, je dirais que l'intelligence vraiment qui fait appel à la connaissance, à l'empathie, au cœur, etc., c'est quelque chose de rare en fait. C'est quelque chose qui, voilà, hein, qui existe bel et bien, mais qui concerne, je sais pas, un pourcentage, peut-être 20% de l'humanité, 25%, bon, à des degrés évolués en fait. Et du coup, quand on a ça, hein, c'est pas du tout une gloriole, hein, mais quand on a ça en fait, on voit beaucoup plus de choses en fait, et on comprend beaucoup plus de choses que la plupart des gens. C'est-à-dire que plus on est intelligent, plus il est difficile en fait, comment dire, de fermer les yeux, d'être endormi et de ne pas voir en fait ce qui se passe autour de soi. Et à partir du moment où l'intelligence en fait elle est forte et où voilà, cette intelligence empathique en fait et de vie, eh bien ça va nous pousser à nous sentir très fortement coupables. De manière inconsciente, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors déjà, la première chose, en fait, c'est que on a du mal à faire, l'empathie fait qu'on a du mal à faire la distinction entre soi et l'autre. Voilà. Parce que le cerveau, en fait, fonctionne et le cœur fonctionne si bien que ils ont une vision beaucoup plus globale, en fait, beaucoup moins binaire que la plupart des humains. D'accord? Donc, en général, ben, on a tendance à avoir de l'empathie pour à peu près tout ce qui vit et ce qui est, et à avoir du mal, du coup, à poser des limites et même à savoir où elles sont. Déjà, première chose. Donc, ça signifie que les manipulateurs, en fait, vont se régaler avec qui nous sommes, hein, justement en se servant de l'empathie, du fait qu'on a du mal à mettre la limite parce que quand on est intelligent, on a une hyper-conscience en fait, hein, elle est plus développée et ça n'est pas qu'une conscience froide qui analyse, c'est comment dire, une conscience qui est connectée en fait à l'âme. Donc du coup les manipulateurs s'en servent énormément, hein, parce que eux-mêmes détectent en général les failles, enfin globalement, hein, mais pour eux, tout n'est que projection et manipulation. Donc il n'y a pas d'intelligence en fait, hein, il n'y a pas de croissance de l'âme, enfin tout ça c'est figé. Et ça, ben, l'empathe en fait va culpabiliser énormément parce que quand il est question de poser des limites, déjà il ne sait pas où les mettre.
voilà, faire le discernement entre le bien et le mal, il est en capacité. Sauf que si on manipule son cerveau et son cœur en lui faisant prendre de force, en fait, en le martelant, en fait, le bien pour le mal pour le bien, et bien au bout d'un moment, l'empathe, en fait, devient une marionnette, hein, tout simplement. Et parce que en plus, il y a un autre facteur qui se met en place. Et ce facteur-là, en fait, il est en lien avec... mince, j'ai perdu le fil du... C'est pas grave, c'est la fin de journée. Mais je vais le retrouver. Restez là. L'empathe, en fait, il va avoir des difficultés, voilà, ça y est, j'ai repris le fil, à comprendre en fait qu'il y a des gens qui sont dans la manipulation, qui sont ignorants, qui sont des petits esprits, qui inversent les rôles, qui font le mal, mais en se mettant comme s'ils faisaient le bien. En fait, il a du mal en fait à comprendre ça. Il a du mal à comprendre la méchanceté. Il a du mal à comprendre les projections crades en fait sur lui. Il a du mal à comprendre l'égoïsme. Il a du mal à comprendre l'avidité, la lâcheté. Enfin, il a du mal en fait à le comprendre. La passivité, tous ces trucs-là, il a beaucoup de mal à imaginer que des esprits puissent être retors et ne pas agir dans l'intégrité. Et du coup, ben ça, en fait, plutôt que d'accepter l'inacceptable, parce que c'est une très grande souffrance pour l'empathe de comprendre ces choses-là, parce que ça enlève, disons, beaucoup de lumière, en fait, à sa vision. Hein. C'est pas qu'il est candide, mais disons qu'il a une pureté, une soif d'absolu, et une quête spirituelle la plupart du temps, une connexion à beaucoup de choses. Donc du coup, euh, il va, comment dire, basculer bien souvent dans l'autodestruction, dans un désespoir, vraiment, hein, quand il prend conscience. Voilà, ça va être vraiment, en plus, l'empathe qui ouvre les yeux va voir émerger toutes ces blessures, en fait. Ouais, toutes ces blessures. Et donc, voilà, hein, il y a une culpabilité, il y a de l'autodestruction qui peut se mettre en marche, voilà. Et le travail, en fait, pour l'empathe, ça va être d'arrêter de culpabiliser quand il a des gens qui sont ignorants, manipulateurs, malfaisants et stupides. Et voilà, par rapport à ces choses-là, l'empathe va devoir faire un travail colossal pour ne plus se sentir mal, ne plus être une éponge et ne plus culpabiliser sur des choses sur lesquelles il n'a pas du tout à culpabiliser. Voilà. Et ça, c'est un travail. Et c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en un jour, ni en 100, ni en 1000 jours. C'est un travail très important et qui va durer plus de 10 ans. Hein. Moi, je compte plus de 10 ans pour en arriver à démêler les fils, vraiment, et à comprendre en fait ce qui appartient à l'empathe et ce qui appartient à, voilà, aux PN ou narcissiques qui sont, voilà, et qui cherchent toujours voilà, à utiliser et exploiter à fond l'intégrité et l'empathie. Et donc, et à enfumer au maximum, qui vont prendre des flying monkeys, enfin, qui vont faire toutes les saloperies possibles imaginables. Donc l'empathe, en fait, n'a qu'une possibilité, garder l'esprit clair et ne pas culpabiliser. Ce qui est un travail colossal, hein, clairement. Hein. Pour peu que l'empathe ait tendance à, par exemple, trop manger, hein, voilà. Souvent l'empathe, en plus, il est dans sa quête d'intégrité, de nouveauté, il a tendance à en faire trop et à s'épuiser dans le travail, dans l'activité sportive, dans beaucoup de choses, en fait, il peut se trouver à être au taquet. Et différemment, bien sûr, du narcissique et du PN, qui eux sont au taquet quand ils peuvent voler et détruire, en fait. Hein. Sauf que là, il y a un moment, en fait, pour arrêter d'être dans la culpabilité, d'être dans la souffrance, il va falloir que l'empathe devienne
froid et indifférent à l'égard de ceux qui manipulent en fait, hein, de manière plus ou moins consciente. Il y a une histoire en fait qui fait partie du Mahabharata, le Mahabharata donc, qui est un poème épique très long, mais il y a une partie du Mahabharata qui est en lien avec l'histoire d'Arjuna. Arjuna, dans l'histoire du Mahabharata, qu'on peut retrouver joué en pièce de théâtre, alors je ne me souviens plus comment il s'appelle, le metteur en scène qui l'a mis en scène, alors c'est un peu long, enfin c'est voilà, hein, c'est un peu comme Shakespeare, hein, c'est le même principe. Mais disons que l'histoire d'Arjuna, en fait, c'est, je vous la résume, c'est un guerrier qui vit dans des temps très, très reculés, au démarrage de l'humanité, on va dire, et qui appartient à une famille royale. Arjuna est un archer qui vient de la noblesse, et dans sa famille, en fait, alors lui et ses frères sont des êtres paisibles et une âme profonde, paisible, ils cherchent la paix, la tranquillité, etc. Ils sont vraiment équilibrés, en fait, hein, le bien des autres, enfin bon. Mais ils sont très empathiques. Mais dans la famille, il y a d'autres membres de la famille qui, eux, cherchent la guerre, qui sont dans la violence, qui sont dans la volonté de posséder, de soumettre, enfin voilà, qui ont de la haine, en fait, de la rage, de la colère, enfin bon. Et qui vont tout faire, en fait, pour faire chuter Arjuna et ses frères. Arjuna et ses frères vont faire toutes les concessions possibles, y compris quitter le royaume et se retirer à l'intérieur des terres, dans des forêts, en fait, pour laisser la place, pour éviter toute forme de guerre, en fait, fratricide et même de guerre sur le peuple, en fait, et pour laisser le royaume finalement à ceux qui sont dans la haine, dans leur fratrie, en fait, enfin, dans leur famille. Et mais Arjuna comprend et ses frères finissent par comprendre qu'en fait, même le fait de s'exiler, de renoncer à tout, ne changera rien à la volonté de destruction et au caractère haineux de ceux à qui ils ont laissé le pouvoir dans leur famille. Arjuna va être conseillé par Krishna, et Arjuna qui ne veut pas se battre, mais Krishna va venir le voir en fait en lui disant voilà, il est impératif que tu mettes fin en fait à cette dictature et tu vas devoir les éliminer parce que même si tu les neutralises en fait, euh, euh, ces êtres qui font partie de ta famille mais qui sont diamétralement opposés continueront à faire le mal. Encore et toujours, c'est leur structure, ils sont comme ça en fait. Et Arjuna dit, moi je refuse de me battre, et puis d'autant plus qu'il y a quelque chose que je ne supporte pas, à savoir que si je me mets à me battre en fait, et que je dois les amener à la mort, déjà je suis un meurtrier, et ça je peux pas tolérer ça. Comment faire pour éliminer un être qui, sans que ce soit un meurtre, en fait, sans que ce soit quelque chose de terrible, qui est de l'ordre de la rage, de la haine, enfin bon. Et Krishna lui dit, ben voilà, lorsque tu dois éliminer ton ennemi, fais-le sans rage, sans colère, sans haine. Ça dépasse en fait qui tu es largement. Ce n'est plus pour toi en fait que tu le fais pour la paix en fait, mais vraiment bien au-delà, certainement pas pour ton ego, certainement pas, et il faut le faire d'une façon absolument neutre, absolument neutre. Et donc Krishna va entraîner Arjuna pour qu'il puisse se battre en étant parfaitement équanime, parfaitement égal, sans ego, mais qu'il aille jusqu'au bout pour rétablir l'ordre en fait dans le royaume. Et Arjuna va finir par gagner, c'est-à-dire éliminer en fait le mal, tout en restant extrêmement équanime, pacifique, maître de lui-même et sans ego en fait. Et ça va fonctionner. Et donc c'est ce que l'empathe en fait doit en lui-même comprendre, lui qui le comprend au départ, lui qui est un être paisible, qui a de grandes capacités, de grandes valeurs, mais qui va
à force de rencontrer le mal, se retrouver dans des postures où des choses que lui-même ne comprend pas, en fait, vont venir le polluer sans cesse, jusqu'à ce qu'il se retrouve assailli par la haine de l'un, le machin de l'autre. Bon. Et donc, le but, en fait, pour un empathe, c'est d'arrêter d'être dans la culpabilité, d'être traversé, en fait, par tout, et d'être manipulé, d'accord? Et de finir, bien souvent, les empathes finissent par être aigris, se recroqueviller sur eux-mêmes, enfin bon, détester tout le monde. Le travail n'est pas là. Le travail est d'être vraiment, comment dire, paisible, mais c'est un challenge énorme, hein, mais de faire ce qui doit être fait dans l'action quand il y a des êtres qui sont extrêmement nuisibles, en fait. Et le fait de dire toujours, bon, moi je suis pas parfait, ouais, mais tu comprends, et de partir dans la culpabilité, il faut arrêter de le faire, en fait. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. Mais l'idée, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, vraiment, qu'il y a des êtres nuisibles, hein, parce qu'il y en a vraiment, c'est leur boulot, hein, ils sont comme ça, c'est leur nature. Les éliminer de sa vie demande, en fait, une paix intérieure, mais cette paix intérieure n'est pas l'inaction, ça n'est pas la fuite, ça n'est pas le retrait, c'est l'action, mais l'action paisible.